Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve ce lundi soir pour parler de contre-insurrection, de barbouzerie, de fascisme et d'autres joyeusetés. Et on a comme invité Jérémy Rubenstein, qui est un historien et aussi un contributeur de qualité de Lundi Matin, et qui publie aux éditions La Découverte « Terreur et séduction, une histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire ». Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que tu entends par doctrine de guerre révolutionnaire, qui est un vrai concept, mais un peu vague, et que tu as essayé de décrire de manière parfois très élaborée, parfois très raccourcie. Notamment, je te cite, tu peux la décrire parfois comme une vaste et brutale ingénierie sociale visant à formater une société où l'ennemi insurgé n'aurait plus aucune prise. Est-ce que tu veux développer sur la question ? Oui, alors, l'appellation en question, doctrine de guerre révolutionnaire, c'est celle qui est utilisée par une bonne partie des militaires des années 50, et dans les journaux, on en parle au début des années 60, très certainement, enfin, dans Le Monde notamment. Et en fait, l'appellation est un peu problématique, parce que parler de doctrine, ça tient pas trop la route, puisqu'on parle d'un objet qui change dans le temps, et c'est assez lâche, c'est-à-dire, justement, comme dit le titre, terreur et séduction, c'est pas la même chose, la terreur et la séduction, et en fait, les deux pans peuvent cohabiter ou passer de l'une à l'autre. Et donc, ce serait, oui, effectivement, en tout cas, le but, effectivement, est une ingénierie sociale de tenir la société de sorte à ce que une insurrection ne puisse pas advenir. Et donc, il y a aussi déjà l'idée un petit peu de prévention. C'est dans une logique assez préventive. Alors, la contre-insurrection, oui, en fait, ce qui est important de souligner dès le départ, c'est qu'on place la société au cœur de la guerre. C'est-à-dire, c'est une manière de penser la guerre où la population civile est à la fois l'objectif et l'arme principale avec laquelle on va gagner. Là, pour le coup, il faut mettre des guillemets, parce que du coup, c'est un peu, ça brouille un petit peu tout, à la fois ce qui est guerre et ce qui est paix, Oui, bien sûr. et qu'est-ce qui est un objectif de guerre, puisque tenir la population, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et déjà, on peut se demander qu'est-ce qui distinguerait de gouverner et de faire la guerre, déjà, par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut préciser, c'est que toi, dans ton approche de ce que tu appelles donc, et de ce que les officiers français ont appelé la doctrine de guerre révolutionnaire, c'est une approche qui est très franco-française, qui a inspiré d'autres mouvements de contre-insurrection sud-américains, états-uniens notamment, mais que cette appellation, elle est typiquement française. Voilà, ouais. Oui, alors là, vraiment, c'est des officiers français durant la guerre d'Indochine qui commencent à théoriser ce qu'ils appliquent ensuite en Algérie et au Cameroun notamment, et qui par la suite ils vont diffuser dans le monde entier. Paradoxalement, alors qu'ils perdent toutes ces guerres, hein, on est bien d'accord. Mais effectivement, et donc ça, c'est la spécificité française. Alors, quelle est-elle ? J'essaye de montrer qu'en fait, elle est moins la contre-insurrection que d'inspiration britannique, française, et ensuite la synthèse états-unienne. Finalement, il y a moins de différences que ce que veulent dire à la fois les militaires, puis les universitaires, qui aiment beaucoup les petites différences, puisque du coup, on peut en discuter sans cesse. Et ça semble en plus un objet très compliqué, puisqu'on parle de contre-insurrection, de guerre psychologique, d'égère, doctrine de guerre. Ça paraît très compliqué. En fait, c'est assez simple, hein. Et en tout cas, un auteur qui s'appelle David Galula, on pourra revenir un petit peu sur son parcours après, dit une doctrine de contre-insurrection doit être très simple. D'abord parce que sinon elle est pas opérationnelle. C'est-à-dire
c'est très bien les théoriciens qui pensent la guerre. Ensuite, il leur faut une manière de la mener que les officiers sur le terrain puissent mettre en œuvre. Et donc, c'est pas forcément tous de grands intellectuels, les militaires. Et donc, il faut quelque chose de simple, de compréhensible par tout le monde. Et donc, on a quelque chose d'assez basique, en fait. On parle guerre psychologique. Quand même, l'essentiel, c'est de la propagande. Voilà. Après, effectivement, il y a ils ont un jargon militaire qui parle d'action psychologique, qui est plus à l'adresse d'alliés ou pour les propres troupes. Et ça, c'est le vieux concept de morale des troupes, quoi, en fait. Hein. C'est tout simple. Et puis de guerre psychologique, là, on est plus de l'ordre de propagande, d'intoxication, etc. Tout ça dans l'idée toujours de toucher non pas seulement l'ennemi déclaré comme de la guerre, mais la population qui va soutenir cet ennemi, puisqu'on parle d'insurrection, donc généralement de mouvements révolutionnaires. Et donc c'est comment écraser un mouvement révolutionnaire, c'est en tenant toute la société qui soutient ce mouvement. Et donc, en fait, en Indochine, la question c'est qu'est-ce qui se passe, nous, Français, avec un corps expéditionnaire, je crois que de 100 000 hommes ou 150 000 hommes, des avions, des chars, etc., eh ben, ça patine et ça foire. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, Charles Lacheroy, qui est le premier à exposer cette doctrine, enfin, ce qui devient soi-disant une doctrine, expliquer que le Parti communiste indo-chinois, enfin, ou le Viet Minh, tient la société à travers des associations de jeunesse, pour les vieux, etc. Et qu'en gros, ils ont réussi à faire tout un maillage qui permet de tenir toute la société, de sorte que... Et ce maillage, tu expliques qu'il le dénomme hiérarchie parallèle, c'est ça? Voilà, ça c'est le mot reconnaissable de Lacheroy, c'est vraiment l'expression de Lacheroy, qui ensuite... reprise par bien d'autres officiers, voilà, donc on reconnaît tout de suite, et ça, c'est vraiment les termes de français, quoi. Hiérarchie parallèle, c'est exactement ça, c'est toutes les associations enfin, c'est la manière de tenir la société, il l'a décrit comme ça, et donc... face à ça, il dit en fait on n'a pas besoin de plus d'avions, plus de choses, on a besoin de faire la même chose, en clair. D'où le nom guerre révolutionnaire qui peut prêter à confusion, mais qui en fait est une guerre contre-révolutionnaire dans les faits. De fait, de fait c'est pensé comme contre-révolutionnaire, tout à fait. Après, si il y a une spécificité française, ce serait que de temps en temps, ou en tout cas une tendance à l'intérieur de tous les officiers français qui se mettent dans cette école-là, disons, il y a une tendance qui vont dire, oui, en fait la révolution est inévitable, mais on va la mener nous. Et donc, c'est là où il y a effectivement une petite confusion, et effectivement, on va se retrouver avec l'OAS, qui, quelque part, est une organisation révolutionnaire. Hein. Donc l'OAS, organisation de l'armée secrète, qui apparaît à la toute fin de la guerre d'Algérie, et qui va être globalement organisée, en tout cas structurée, par justement énormément d'officiers qui sont les tête pensante de la DGR, donc doctrine de guerre révolutionnaire. Pour recontextualiser, tu donnes plein d'exemples, plein de faits, on ne peut pas tous les aborder malheureusement, c'est très frustrant, mais quand même pour donner le cadre, cette DGR, donc doctrine de guerre révolutionnaire, quand elle est formalisée un peu plus officiellement, c'est durant la pré-décolonisation, on va dire, années 50, fin des années 50, début des années 60, et notamment tu as mentionné, ça j'aimerais un peu m'y attarder si tu es d'accord, cette guerre au Cameroun, qui finalement est une guerre secrète,
Alors, juste quand même pour préciser, les guerres secrètes, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. De plus en plus, depuis maintenant 5 à 10 ans, il y a la guerre secrète du Laos qu'ont menée les Américains durant la guerre du Vietnam en parallèle, qui est un peu plus connue dans les milieux universitaires, intellectuels et heureusement. Et pour rappel aussi, ce sont des millions de tonnes de bombes qui ont été larguées sur le Laos, plus que sur l'Allemagne ou le Japon durant la Seconde Guerre mondiale, tout accumulé. Et cette guerre du Cameroun, ou contre le Cameroun, là c'est une guerre secrète menée par la France contre le mouvement indépendantiste camerounais, ou le mouvement en tout cas autonomiste camerounais. Est-ce que tu vas un peu plus expliquer ? Oui, bah alors, moi, là, pour le coup, je renvoie totalement à l'ouvrage de Thomas Delton, mais j'ai oublié ses deux collègues qui s'appellent Cameroun. Vous les avez invités il y a peu de temps, en tout cas Thomas. C'est vraiment important de revenir dans le détail de cette guerre. Moi, je vais pas décrire ce que comment dire, il n'y avait pas besoin de réécrire ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment formidable comme travail, et effectivement, grâce surtout à cet ouvrage-là, on commence un peu à en parler, il y a eu quelques documentaires, etc. Moi, ce que sur quoi je me suis un peu plus attardé, j'ai fait un espèce de comparatif entre la guerre d'Algérie et la guerre au Cameroun, parce qu'elle se déroule pratiquement en même temps. Et l'une est extrêmement connue. On en parle évidemment encore, on n'a pas fini d'en parler, heureusement. Et l'autre, très peu. Et même parmi les spécialistes, en fait, on sait, c'est assez peu parlé, c'est assez peu connu, etc. Et alors, comme moi, un peu ma question centrale, c'est comment se diffuse cette doctrine à travers le monde. Je trouvais ça assez curieux, parce qu'au Cameroun, pour le coup, ils y arrivent. Les buts de guerre, ils sont obtenus. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de morts, et le vrai mouvement indépendantiste, il est éradiqué, ce qui était le but de la guerre. Donc c'est peut-être l'un des seuls exemples historiques d'une réussite de la DGR. Du coup. Voilà, une réussite. Voilà. Et dans le même temps, en Algérie, on sait bien que c'est un fiasco total. Or, c'est l'Algérie qui est d'exemple et un peu la publicité en fait mondiale de cette guerre. C'est par l'Algérie que ça se diffuse dans le monde. Durant la guerre d'Algérie, dès 57-58, dans les écoles de guerre psychologique en Algérie, on reçoit des officiers, notamment latino-américains, argentins en particulier. Et rapidement, les officiers, entre autres David Galula, qui était capitaine, je ne me souviens plus dans quelle région, mais durant la guerre d'Algérie, se retrouve aux États-Unis et devient un peu le représentant français, disons, il raconte d'abord son expérience algérienne, et puis ensuite il fait un des manuels les plus importants. À l'époque, pour la guerre du Vietnam, il y a pas mal d'influences, mais surtout, c'est celui qui a été redécouvert par toute la génération du général Petraeus, donc le chef des armées en Irak et en Afghanistan, dans les années 2000. D'ailleurs, ce que tu expliques, c'est que Galula, quand il publie ce livre après travailler aux États-Unis, il le publie d'abord en anglais. Et c'est d'abord les Américains qui vont l'étudier, les Français l'oublient un peu, ils le redécouvrent au cours des années 2000. Même ils l'ont jamais vraiment connu. En fait, il a été traduit seulement en 2008 en France, ou 2006, 2008 me semble-t-il. Et en fait, comment dire, tout d'un coup, il a été revendiqué par les Français parce que, mais en fait, quelque part, il a fait son œuvre en anglais, il était dans le milieu américain, quoi, enfin, états-unien, pardon. Et voilà. D'accord. Pardon, mais
cette redécouverte par Petraeus, en gros par l'armée américaine au moment de la guerre en Irak, je crois qu'elle permet aussi un petit peu de dire ce qu'il y a de révolutionnaire dans cette doctrine de la guerre révolutionnaire. Enfin, comme on disait juste avant, le terme pourrait prêter à confusion, parce qu'on pourrait imaginer que ce serait un manuel donc pour des révolutionnaires, donc on a bien compris là que c'était pas le cas. Mais cette doctrine-là, elle s'inscrit dans ce qu'on nomme plus généralement et sur une plus longue période la contre-insurrection. Et toi, tu l'as pas mal évoqué jusque-là, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un enjeu à le préciser, c'est-à-dire que la pensée contre-insurrectionnelle, et donc ensuite la doctrine de la guerre révolutionnaire, elle donne un nouveau cadre à la guerre, en fait, une nouvelle idée de la guerre. C'est-à-dire que là où jusque-là, l'idée de la guerre, c'était vraiment on a un ennemi, on vient l'écrabouiller, là d'un seul coup, il y a un ennemi, mais l'ennemi c'est la minorité subversive qui résiste, et l'objectif de la guerre c'est la population. Donc il y a une phrase très célèbre, redite 1000 fois, mais dans ce coup, l'objectif de la guerre c'est de gagner les cœurs et les esprits, c'est plus d'écrabouiller les gens, quoi. Et donc c'est vraiment une stratégie, une nouvelle idée de la guerre en fait qui se déploie avec toute la contre-insurrection. Et ce qui est marrant ou pas marrant, je ne sais pas, mais c'est que ce qui fait que Galula est redécouvert par les Américains, c'est précisément parce que quand ils vont envahir l'Irak et ensuite l'Afghanistan, ils s'enlisent complètement. Et enfin, ils y arrivent pas du tout, parce qu'en fait, la quasi-totalité de la population leur résiste, ils arrivent pas, ils ont beaucoup de mal à mettre un gouvernement à la place, etc. Et donc, à ce moment-là, il redécouvre Galula, ce penseur français, ce militaire français un petit peu, complètement aux oubliettes, et qui leur dit, non mais attendez, qui leur dit évidemment avec la distance historique, mais qui leur permet de se dire, ah mais attendez, il y aurait une autre stratégie. Et pratiquement, par exemple, il y a un livre qui évoquait ça, qui s'appelait Faut-il brûler la contre-insurrection, il y a quelques années, écrit par des militaires français, et qui explique, par exemple, à ce moment-là, les Américains se rendent compte que aller dans des villages en ne parlant pas un mot d'arabe, etc., ça servait à rien, et qu'en fait la population leur était juste absolument hostile, et donc ils se disent il faut venir avec des traducteurs et venir avec des anthropologues qui viennent nous expliquer ce que sont les us et coutumes des gens, etc. Donc en fait ils réadaptent, ils repensent, bon, ça reste un échec cuisant, mais ça c'est une autre partie de la discussion, mais en tout cas ils pensent, grâce à cette doctrine là, réadapter leur mode de guerre, leur définition même de la guerre, pour être en gros, pour essayer de se sortir de l'ornière dans laquelle ils sont. Oui, oui, c'est-à-dire, comment dire, c'est une nouvelle manière de penser la guerre, oui, c'est-à-dire, disons qu'à travers les siècles, là, on remonte pratiquement au Moyen-Âge, il y a une idée on va séparer le champ militaire du civil. Ça commence, je ne sais plus, je crois que c'est au XIIe, XIIIe siècle, l'Église dit, allez, arrêtez un petit peu de taper sur tout le monde, ça dérange tout le monde, voilà, en gros, et effectivement, après, avec les siècles, on étoffe cette idée-là, qu'il faut séparer le civil du militaire, et que la guerre soit une affaire de militaires. Il se trouve que à partir ça on peut discuter à l'infini à partir de quand on rompt ça, mais en tout cas au XXe siècle, il y a d'abord les théoriciens révolutionnaires, Lénine, Mao, qui pensent toujours la révolution avec la société, donc déjà disons, cette frontière est déjà bien plus lâche. Et puis après, il y a les Allemands qui, dans les années 30, développent l'idée de guerre totale, où c'est la société dans son ensemble, et pas que l'appareil productif, des armes, etc., mais la société dans son ensemble, qui doit être conquise et prise dans l'objectif de guerre. Voilà. Et bon, ça, c'est complètement intégré à la doctrine nazie de la guerre. Et donc,
si on veut, la contre-insurrection avalise cette manière de penser la guerre où la société est centrale. Et donc la question, effectivement, c'est de limiter. En gros, ils vont dire les révolutionnaires, c'est toujours une petite minorité. Et la question, c'est comment les isoler, quoi. Hein. Voilà. Alors de quelle manière? C'est pour ça, terreur, séduction, on aurait pu appeler ça la carotte et le bâton, hein. Mais voilà. Donc et donc c'est toutes les manières de réussir à circonscrire les révolutionnaires. Donc là, on s'inscrit clairement à la fois dans les guerres de décolonisation et dans la guerre froide. Et donc les Français, un peu l'astuce française, ça va être toujours de faire passer leur guerre colonialiste, de maintien de l'Empire à l'intérieur de la guerre froide, et de dire, bah non, en fait c'est des communistes, plus que des révolutionnaires nationaux, indépendantistes, quoi. Et bon... mais effectivement, ça marche pour les deux, si on veut. Enfin, en tout cas, de leur point de vue, peu importe finalement. Là où ça devient, à mon avis, enfin, c'est un peu la spécificité de la chose, c'est sur ce caractère un peu préventif dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, Lacheroy va dire que à chaque fois les révolutionnaires fonctionnent en 5 phases. Alors durant les 2 premières phases, en fait, il parle enfin si on lit bien, il parle de partis politiques légaux, d'activités syndicales légales. Ouais, dans les 2 premières phases, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Voilà. Et seulement selon, alors en fait c'est un peu vague son histoire, mais entre la 2e et la 3e phase, il va y avoir une première publicité violente. C'est le but est publicitaire, donc c'est le terrorisme, hein, mais c'est les premières bombes qui ont pour but de placer le thème des révolutionnaires comme problème central des journaux, de la société. Et bon, la 5e phase, on parlait aussi des associations qui tissent, qui tiennent la société. Et dans la dernière phase, c'est l'ensemble de la société qui est prise par les mailles révolutionnaires. Je vais juste citer un moment, parce que je sens que toi, tu cites Lacheroy au niveau de la fin de la phase 2, quand tu parles justement de cette première publicité un peu violente. Et Lacheroy dit « Brusquement, les bombes éclatent, des attentats sont commis, des mots d'ordre se mettent à circuler, et tout cela de façon spectaculaire. » Presque une influence de Bordienne dans les mots de Lacheroy. Et ensuite, tu expliques « Le colonel considère cette première salve de l'adversaire comme sa publicité. Ce que cherche le mouvement insurrectionnel n'est pas d'endommager militairement le pouvoir établi, mais de se faire connaître et de se placer au centre des débats. » Et tu recites Lacheroy qui dit « L'important est d'obtenir des grands titres dans les premières pages des journaux, de faire en sorte qu'en quelques semaines ou quelques mois, les opinions locales, nationales et mondiales se trouvent en face d'un problème. » Exactement. Bon, Lacheroy l'a dit, voilà. T'as essayé un peu tu as montré que du coup cette doctrine révolutionnaire elle se légitime, elle se justifie, en tout cas du point de vue de l'opinion publique internationale, comme la guerre contre le communisme. Mais avant ça, il y a déjà un historique d'influence sur cette doctrine révolutionnaire, même si elle ne s'appelle pas encore comme ça, qui date des débuts de la colonisation, particulièrement de la colonisation algérienne, qui est un thème évidemment et un champ de bataille géographique que tu remets souvent en exemple principal de cette pré-doctrine contre-insurrectionnelle. Ce qui est assez intéressant finalement, c'est vraiment de voir qu'encore aujourd'hui, l'État français est un empire qui ne veut pas mourir et qui est encore crispé sur cette question de la colonisation algérienne. Dès les années 30-40, il y a cette double facette, donc à la fois terreur et séduction, mais ce que tu précises bien, c'est que ce n'est pas 2 facettes opposées, au contraire. C'est qu'il y a un lien, il y a un continuum entre terreur et séduction, que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Oui, et alors, oui, effectivement, Lacheroy
son premier poste, c'est dans la coloniale, hein, à la fin des années 20. Après Saint-Cyr, il rentre directement dans la coloniale. Et la coloniale, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que tous ces officiers-là puisent dans un siècle de savoir-faire répressif qui a été accumulé par un siècle de colonialisme. Donc là, on est dans les années 1930, ça fait juste l'Algérie. La conquête, c'est 1830. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ouais, les dates. Enfin, et donc, oui, c'est-à-dire, en fait, effectivement, en général, quand on aborde, disons, je sais plus comment l'appeler, quoi, mais disons l'histoire que moi je considère qui est une apologie du colonialisme, va faire une espèce d'opposition entre plusieurs temps du colonialisme. En gros, Bugeaud qui arrive, c'est une déferlante, c'est l'horreur, c'est les enfumades, c'est... Peut-être tu précises ce que c'est les enfumades pour les gens qui ne connaissent pas. Alors les enfumades, c'est dans les villages en Algérie, surtout montagnards, où quand en fait les hommes étaient en guerre, ce qui restait c'était essentiellement les femmes, les enfants, les vieillards, qui quand voyaient arriver les Français se réfugiaient dans des grottes, et les Français faisaient les asphyxier à l'intérieur des grottes. Ce qui a provoqué quand même des scandales à l'époque, et Bugeaud est venu soutenir ces actions, en expliquant qu'il fallait répandre la terreur, ou un mot... un mal nécessaire, en gros. Bugeaud explique pour faire plier ces populations, pour la spolier, il utilise ce mot, il faut que ça tape très très fort, que tout le monde soit pris d'effroi. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et voilà. Donc il va répandre l'effroi. Alors, dans l'historiographie assez dominante quand même, il y a lui qui est terrible, et puis 2-3 générations plus tard, il y a Lyautey qui est le bon colonialiste, qui c'est un peu c'est ce que voulaient faire les députés il y a une petite vingtaine d'années, d'inscrire les aspects positifs de la colonisation. Lyautey serait un peu l'archétype de ça, alors parce qu'il parlait d'hôpitaux plus que d'armées, de développement, tout ce que les apologistes de la colonialisme disent toujours. Et en fait, si on lit réellement Lyautey, il dit oui, bien sûr, les hôpitaux, etc. Mais s'il y a le moindre souci, là, on débarque avec tout. Faut taper le plus fort possible. Et en fait, les deux en fait s'articulent bien plus que s'opposent, quoi. C'est parce qu'il y a eu une phase ultra violente que effectivement ils peuvent se permettre de l'être soi-disant moins, et de avoir toujours le bâton en cas où. Et parce qu'il y a quand même un souvenir, c'est quand même à chaque fois des massacres effroyables, hein. Et donc c'est sur ce terreau-là que Lyautey peut se faire passer d'un constructeur d'hôpitaux, etc. Et donc, après, on peut continuer sur Lyautey, parce que moi, c'est un truc on comprend pas, hein, l'histoire du bon Lyautey. Parce que c'est lui aussi comme il est gouverneur du Maroc, quoi, en fait, c'est le vice-roi, hein, du Maroc, en fait. C'est lui qui mène la guerre du Rif, en fait, côté français. Et là, on voit bien de quoi je me référais quand je dis la vraie violence de Lyautey. C'est lui. Alors, on n'a pas les preuves comme quoi les Français
ont envoyé du gaz hypéride, de gaz moutarde sur les populations civiles marocaines du Rif, Rifen. Mais en revanche, lui, il a fait les demandes, ça c'est sûr. Ça, et c'est la République qui a refusé ces demandes, apparemment, c'est ça? Apparemment, c'est ça. Et du côté espagnol, par contre, c'est sûr qu'ils ont envoyé les gaz. À un moment où la France est en train de signer des accords internationaux pour que ne soit plus utilisé les armes chimiques. Les armes, des gaz, voilà. Donc voilà, Lyautey, le bon Lyautey, c'est ça. Bon. T'as un autre officier que tu cites à plusieurs reprises qui fait un peu cette figure du coup plutôt de la violence du bâton. C'est le lieutenant-colonel Lucien François de Montagnac qui en 1943 explique comment faire, je le cite, la guerre aux Arabes. Une guerre aux règles bien distinctes de celles qui théoriquement régissent les conflits militaires entre Européens qui sont censés être plus civilisés. Et donc, toujours le citant, tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Fin de citation. Et tu précises, cette volonté d'exterminer est toutefois rapidement abandonnée pour des raisons pratiques puis économiques. En effet, l'extermination, pour remplacer intégralement la population, donc dans le cas de l'Algérie, est considérée techniquement irréalisable et les colons et l'État ont besoin de main-d'œuvre pour exploiter le territoire. Du coup, est-ce qu'il y a une adaptation de la contre-insurrection face à des besoins économiques où il y a un idéal de colonie de peuplement qui est remplacé par plutôt un pragmatisme de colonie purement économique? Oui, c'est-à-dire ce qui vraiment, à mon sens, inspire la contre-insurrection du XXe siècle dans ce siècle de colonisation, c'est des militaires assez particuliers à l'intérieur de la coloniale, qui ont plusieurs noms, mais enfin, en gros, c'est les bureaux arabes. Pour les retrouver, c'est assez facile, les bureaux arabes. Et pour eux, c'est, comment dire, c'est très peu de personnes. Donc, c'est vraiment un officier, 3-4 adjoints à partir des années 1800. La phrase que tu disais, c'est 1843, hein, c'est pas 1943. Mais, donc, et donc c'est très peu de personnes qui vont contrôler un énorme territoire avec des supplétifs. Alors ils ont plusieurs noms, ils sont jamais nommés soldats simplement, qui sont locaux si on veut, mais en fait souvent pas de la même région. Et donc ils vont être grand maximum, on parle d'une cinquantaine de personnes qui vont tenir un territoire gigantesque. Et donc, la question, c'est comment tu fais ça, quoi, parce que finalement, le rapport de force n'est pas du tout évident. Et donc, là, on a des officiers qui racontent comment ils font, et ça passe beaucoup, c'est une espèce de police politique, en fait, hein, où ils vont, quand ils s'installent dans la région, ils vont visiter un peu tous les chefs locaux, l'aristocratie locale, et favoriser l'un sur l'autre pour avoir des personnes à soi qui vont ils vont globalement garder les structures de pouvoir existantes en les biaisant un petit peu pour qu'ils travaillent pour les Français, en gros. Et donc, ils expliquent très clairement, hein, pour le coup, faut montrer la plus grande déférence publiquement devant le chef en question, et puis ensuite, une fois qu'on est en privé, on lui sort tous ses petits secrets pour lui expliquer que demain, on peut te faire remplacer vite fait, quoi. Et c'est des choses comme ça, et déjà, cette vision, disons... d'anticipation, de préventif, hein. Il explique notre but, nous, Bureau Arabe, c'est de connaître absolument tout le monde de la part du territoire, pour s'il y a un vague... pas clairement une insurrection qui est en train de venir, mais qu'il y a peut-être une insurrection à venir, on débarque dans la nuit, on enlève tous les possibles insurrectionnels et on les tue préventivement, quoi. Là, tu dis que l'armée française récupère le terrain maritime de Razia,
il va l'utiliser aussi comme ouais. menace. Ça, oui, ça c'est plus dans les logiques de terreur, hein. C'est-à-dire une des manières de faire la guerre contre les Arabes, c'est ce qu'ils appellent razzia, donc leur brutalité, ils l'arabisent au passage. Et donc, oui, ça c'est des vols caractérisés avec des massacres, plein de choses sans nom. Alors, de nouveau, dans une approche historique, on voit qu'au 19e siècle, donc, l'armée française, l'armée coloniale, tâtonne un peu pour essayer de trouver des tactiques et des stratégies pour essayer, et à la fois d'avoir une colonisation qui amène à une pacification de la population, et aussi pour avoir un développement de ses propres infrastructures locales, mais encore du mal. Et toi, t'expliques un peu une sorte de rupture dans l'utilisation des soldats durant la Seconde Guerre mondiale, où il y a vraiment la figure du commando qui apparaît, la figure du commando qui va ensuite aller à la rencontre de cette figure contre-insurrectionnelle des soldats à l'étranger, des soldats occidentaux dans des pays étrangers, qui va donner ensuite donc notamment la DGR. Du coup, ces figures de commando, de base, elles semblent pas avoir un rôle politique ou contre-insurrectionnel, et pourtant elles en ont un. Donc de base, elles sont un peu héroïsées comme étant des soldats largués sur la France occupée pour la figure de lutte contre le nazisme, etc. Mais en fait, très tôt, elles ont aussi un rôle finalement de prévention du développement du communisme à l'intérieur des pays occupés. Oui, oui, c'est sûr. Ça. Mais alors, voilà. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que plus du côté des théoriciens, on va trouver des gens venus de la coloniale qui ont puisé dans ce siècle de colonialisme, le maintien de l'ordre colonial. Et donc ça va être plus Galula aussi, hein, il veut rentrer dans la coloniale. Tous les figures. Trinquer, c'est un peu à part. On pourra y revenir. Mais voilà, donc les théoriciens sont plus de l'ordre de la coloniale, ils ont ce savoir-faire qu'ils essayent d'adapter au contexte des années 50. Et d'autre part, il y a un peu au départ, qui est un peu un mystère, pourquoi ce qu'on va progressivement appeler les forces spéciales ont un rôle tout à fait central dans l'application de la contre-insurrection. Et donc j'ai essayé de revenir sur leur apparition durant la Seconde Guerre mondiale, où l'Angleterre se retrouve seule face à l'empire continental dominé par les nazis, les Allemands. Ils vont tout de suite, dès avant que la France capitule, opter pour une stratégie insurrectionnelle. C'est-à-dire, c'est assez marrant de lire les raisons pour lesquelles comment ils vont faire. Ils parlent de grève, de propagande, de terrorisme, de sabotage. Et de terrorisme, on pourrait en discuter largement parce que des fois il y a des confusions sur le mot. Mais à ce moment-là, c'est complètement assumé du côté britannique, et c'est eux qui vont impulser cette forme de guerre, explicitement en s'inspirant à la fois de leurs colonies qui essayent de se soulever, et bien sûr de l'Irlande. Et donc des guérillas. Donc en fait c'est une stratégie de guérilla qui se met en place. Et c'est pas non plus seulement, on va pas donner énormément de confiance aux maquis locaux. Et donc l'idée, ça va être de envoyer des hommes, c'est principalement que des hommes sur cette partie-là en tout cas, qui vont prendre en main les maquis. Et donc si vous
l'archétype, si on veut, c'est de là que sortent Bijard, Osarès et énormément les plus connus des gens qui vont par la suite appliquer la DGR. Et donc, pour prendre un exemple comme ça, Osarès par exemple, fait partie de un peu ce qui est l'archétype du commando de la Seconde Guerre mondiale, qui sont composés de 3 personnes. Donc ça, c'est le commando qui s'appelle, ce type de commando, cette structure, c'est le commando Jedburghs, c'est ça? Voilà, c'est leur nom, leur nom qu'on leur donne, c'est Jedburghs. Bon, il y a aussi les SAS, où il y a Bijard, il y a plusieurs qui répondent à des bureaux un peu différents, des administrations un peu différentes, mais l'idée est toujours un petit peu la même. Et le Jedburgh, c'est vraiment l'archétype, 3 personnes. Donc, il y a normalement, ça répond à un États-Unien, un Britannique et un Français ou un Hollandais selon où ils vont être parachutés. Et il y a un officier principal et un type de gros bras, globalement c'est le gros bras, qui va être surtout instructeur, et bien sûr la radio. Leur pouvoir vient du ciel, et donc le pouvoir, c'est par la radio qu'ils vont pouvoir envoyer les armes, etc. Et ça, c'est leur pouvoir de négociation, en fait. C'est évidemment 3 personnes vont pas faire grand-chose. Donc, ils ont des missions, des buts de mission, ils sont envoyés, et en fait, ils vont tâcher de structurer les maquis, et donc, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, de, globalement, pas donner le pouvoir aux plus communistes des maquis, et de donner les armes plutôt à ceux qui vont être non communistes. Et en fait, bon, il y a plusieurs critères, mais ce que je crois important, c'est de montrer que d'abord, déjà pour eux, c'est leur première intervention, c'est leur première guerre, et déjà le civil et le militaire là, ça n'existe pas vraiment. Hein. On est tous, on est combattants, hein. Les Britanniques, on parle de voilà, donc ça n'a pas de voilà. Et puis l'histoire de l'officier qui va négocier en fait, qui va répartir en fait les armes, les vivres, l'argent, diplomatie, etc. Oui, en fait il a moi je le compare un petit peu à les partis politiques, il y a dans je sais quelle circonscription, et il y a le type du parti central là qui arrive, et qui va jouer les arbitres entre les uns et les autres, et il va donner l'argent ou le prestige ou je ne sais quoi à l'un. Non. Et donc c'est très politicien comme manière de faire. Et cet officier là, il va d'abord dresser une espèce de carte politique des maquis en place dans la région, et va décider lequel est le moins embêtant, ou ils les aiment pas trop, hein. Généralement les officiers ils aiment pas trop, mais bon, ils vont essayer de prendre, c'est quand même des militaires qui, malgré ce que je viens de dire, qui ensuite, moi j'ai beaucoup travaillé sur les mémoires de tous ces gens-là, et donc à chaque fois c'est assez dépressif, ils les aiment pas, des civils avec des armes, bon. Mais quand même, l'idée c'est, bon, donc l'un va décider à peu près la répartition des armes qu'on va recevoir, l'autre va instruire, et puis bon, le troisième c'est l'opérationnel. Pour avoir les armes, il faut envoyer un message. Voilà. Et donc, sur ce truc d'instruction, tu précises bien qu'en fait, un bon commando, c'est un bon pédagogue. Notamment, tu donnes l'exemple de Jean Sassy, qui était un autre de ces commandos français dans un Jedburgh aussi. De Jedburgh, ouais. Et qui en fait va présenter un peu ce boulot de formation des commandos comme une sorte de formation industrielle. Là je le cite, il dit « Les commandos que nous formions au rythme de 60 à 80 par semaine environ, avec des sessions spéciales pour les officiers et sous-officiers, formaient à leur tour d'autres hommes et faisaient des merveilles au combat. » Et donc là, quand il parle de commando, il parle d'hommes qui ont une formation commando, ce qui n'aurait plus de sens à l'heure actuelle, parce que ça serait une formation bien différente, ça se fait pas en une semaine, mais c'est énorme, cette formation aussi vite, autant de personnes, c'est énorme. Oui, ça va très vite, hein. Et puis récemment, les Kabyles en Guatemala sont réputés d'être formés en 2 mois.
Et après, sont responsables de tueries invraisemblables. Et, et là, bah, oui, c'est ça. Bah, le commando, je sais pas, il y a pas mal de spécificités par rapport au reste de l'armée. Entre autres, oui, je pense que c'est leur grande force, c'est leur capacité à être pédagogue, à former, donc en l'occurrence des maquis, des civils, et rapidement les rendre opérationnels pour leur but de guerre, quoi. Et ça passe par une brutalité quand même très haute, un haut degré de brutalité, que ce soit la formation Jedburgh est très éprouvante, hein. C'est pareil, c'est assez vite, mais c'est à balles réelles. Si tu te casses le bras ou que tu crèves durant l'entraînement, Sassy, justement, il dit, Britannique, il dit, nous, on s'en fout complètement, quoi. Ouais, c'est ceux qui survivent et on vous envoie, quoi. Tu le soulignes, c'est que ce qui marque ce genre d'entraînement commando, c'est la brutalité qui est mise en avant. C'est vraiment le critère, le critère de sélectif qui vraiment structure même leur manière d'être au monde, c'est un haut degré de brutalité, ce qui va expliquer quand même le type de gens qui vont recruter à travers le monde, quoi, parce qu'on va se retrouver avec des gens très brutaux pour le coup. Ce qui est assez fou, en tout cas de la perspective de révolutionnaire, c'est que l'entraînement qu'ils reçoivent, ce que tu as précisé, c'est que c'est pas un entraînement. Il y a un entraînement de soldats militaires classiques, mais il y a aussi un entraînement qui est vraiment inhabituel. En tout cas, maintenant c'est habituel, mais à l'époque c'est vraiment nouveau. Un autre commando français qui s'appelle Jacques Paris de la Bollardière qualifie ça d'école du terrorisme, et notamment dans les entraînements propres aux commandos SAS ou Jedburghs, il y a déverrouiller des serrures, manier des explosifs, confectionner des mines artisanales, tuer à l'arme blanche, combattre à main nue, filature et contre-filature. Enfin, on voit pas un soldat là, on voit plutôt des éléments insurrectionnels ou des barbouzes. Oui, c'est ça. Mais là, je crois que Bollardière l'utilise peut-être. Enfin, il l'utilise à bon escient, hein, école de terrorisme. Au sens technique du terme. Oui, c'est-à-dire que au moins à la fin des années 40, dans l'armée française, on utilise le terrorisme, c'est plus quelque chose qu'on a utilisé. Il n'y a pas encore on l'utilise pas que pour. Les Allemands l'utilisaient déjà un peu pour dénigrer l'ennemi, évidemment, mais pas que. Il y a qu'est-ce que le terrorisme pour ces gens-là? C'est une opération où la destruction physique est moins importante que l'impact psychologique qu'on cherche. Donc si juste en tuant 2 personnes, on arrive à faire plus de boucans que l'invasion de la Russie, et ben c'est formidable. C'est ça le but. Et donc du sabotage et tout ça, bah, oui, mais c'est moins l'infrastructure physique qui est et c'est dans ce sens-là qu'est utilisé le mot terroriste. Et donc à ce moment-là, oui, c'est très technique en fait, c'est la question. Alors on va revenir donc toujours sur ce code du commando à l'évolution de l'utilisation de ces unités militaires finalement. Donc on voit dans la Seconde Guerre mondiale, elles ont encore plutôt un job insurrectionnel dans leur application opérationnelle. Mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès le début des mouvements de décolonisation, là il y a de nouveau une sorte de revirement, en tout cas de leur utilisation au niveau politico-stratégique, qui vont en faire principalement des unités de contre-insurrection qui seront pas forcément les plus efficaces à long terme, mais qui en tout cas sont les plus remarquables au niveau du déploiement de la violence. Et notamment, donc tu as mentionné tout à l'heure l'Indochine ou l'Algérie, sur le cas de l'Indochine, il y a quelque chose d'assez ironique, que moi je ne savais pas du tout, ça m'a étonné. T'expliques que, alors il y a les anciens commandos français de la Seconde Guerre mondiale, les anciens Jedburghs, les SS, qui du coup sont côté français pour combattre les Viet Minh, mais à l'époque, tu as des commandos américains qui vont former les Viet Minh, ça c'est assez fou, donc ils vont former des communistes pour combattre les Français.
Je suppose que c'est parce que les États-Unis veulent avant tout avoir le monopole peut-être de l'influence dans la région, mais c'est improbable. On connaît l'exemple des Américains qui forment les talibans, etc., contre les soviétiques. Donc, c'est pas très connu cet exemple, par contre, des Américains qui forment des communistes indo-chinois contre les Français. Oui, qui les forment, je sais pas, hein, c'est pas si clair. Okay. En tout cas, ça, si, évidemment, le côté français, ils insistent sur ça, mais effectivement, en tout cas, des gars qui étaient ensemble dans des opérations Jedburgh 8 ou 9 mois plus tôt se retrouvent en Indochine des deux côtés en ennemis. En tout cas, les États-Unis, ils considèrent d'abord que c'est un mouvement de décolonisation. Et par principe, normalement, ils sont anticoloniaux, hein. Bien qu'il soit pas impérial par ailleurs. Mais bon, et donc, et en plus, Ho Chi Minh a parfaitement compris qu'il pouvait se retrouver avec comme alliés les États-Unis. La déclaration d'Ho Chi Minh est calquée sur la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc oui, il y a une période effectivement où c'est un peu c'est assez paradoxal, oui, c'est amusant. Ou voilà. Mais alors est-ce que c'est assez compliqué parce que la guerre d'Indochine a plusieurs phases, quoi. Et donc là, effectivement, dans les 45, 46, c'est effectivement les anciens Jedburghs ou SAS, etc., qui sont envoyés exactement dans la même logique, c'est-à-dire d'essayer de recruter des locaux contre d'abord les Japonais, puis Ho Chi Minh. Donc déjà, c'est un peu complexe comme scène. Mais là, en fait, ils vont pas continuer longtemps, hein, cette première phase. Après, oui, 4-5 ans plus tard, il y a à nouveau l'idée de réutiliser de la guérilla contre le Viet Minh. Et là, c'est Trinquier là, qui apparaît. Donc Trinquier qui est un des... en gros, il y a Lacheroy, les manuels, disons, pour ce qui est qui vont fixer un peu les règles de la contre-insurrection à la française. C'est donc Lacheroy qui est un petit peu plus vieux que les autres. Trinquier, qui va écrire un livre qui va avoir énormément d'influence en 1960, qui publie en 1960 ou 60, qui s'appelle La guerre moderne, donc 61. Et Galula, qui a un parcours très différent, dont on parlait tout à l'heure. Donc Trinquier, voilà, ça devient un des théoriciens de la contre-insurrection, et c'est d'abord un commando, un chef de commando, en tout cas c'est lui qui relance, ou qui prend le commandement de une stratégie guérilla. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire j'oublie tout le temps le nom, mais enfin en gros justement c'est dans les hauteurs. Ils arrivent dès 46 à avoir une première approche. On les appelle Méo, ou alors j'oublie leur nom. On parle des peuples des montagnes. Voilà, c'est des peuples de montagne qu'ils parviennent. À chaque fois, c'est très compliqué. On a du mal à saisir quelles sont les logiques, mais en gros, souvent, c'est des guerres internes entre plusieurs clans. Et du coup, puisque les uns sont du côté des Japonais, et nous, on est côté français, etc. Et c'est par ce biais-là que s'introduisent des guérillas françaises en Indochine, disons. Et d'ailleurs, Trinquier ce que tu expliques très bien, c'est que Trinquier va utiliser donc, des éléments locaux, qu'il appelle indigènes, contre d'autres éléments locaux, donc plutôt communistes et indépendantistes. Et il va d'abord laisser faire, ensuite encourager, et même avoir une partie de la mainmise sur le trafic de drogue en fait, local, de la même manière que les États-Unis l'ont eu en Amérique latine. Là, les Français en Indochine, en tout cas ces officiers français qui sont très autonomes de l'état-major centralisé à Paris, etc., se permettent en fait de participer au trafic de drogue local officiellement pour financer la guérilla. Mais toi, tu précises que c'est pas que pour ça non plus, qu'ils peuvent l'utiliser pour d'autres choses, et que ce qui caractérise ces unités donc,
de forces spéciales au sens générique du terme, c'est l'autonomie qu'elles ont vis-à-vis du pouvoir politique ou du pouvoir militaire centralisé qui les autorise implicitement à faire un peu ce qu'elles veulent. Oui, voilà. Je crois que c'est important si on revient à la Deuxième Guerre mondiale, on voit que quand même c'est pas... Ils ont une large autonomie. Hein. Il y a trois types qui sont envoyés là. Après, tu vois, si t'as pas envie d'aller au front, il n'y a pas grand monde qui va te... Enfin, tu fais un peu ce que tu veux une fois que t'es là. Donc, dès le début, les commandos, ce qui deviennent les forces spéciales, sont caractérisés par une forte autonomie. Et cette autonomie va crescendo dans le temps, on observe ça. Alors, une part, c'est comment financer une stratégie guérilla, c'est quand même de l'argent sur un état-major qui est très, très sceptique là-dessus, donc ils vont pas investir là-dessus. Et donc, ils cherchent un financement autonome, et là, ça passe par le pavot, ce qui tombe bien, puisque justement, les populations qu'ils ont comme cible, qui deviennent leurs guerriers héros, justement, principalement, leur principale ressource, c'est justement le pavot. Et donc, ça restructure un petit peu le commerce, hein. C'est eux qui vont leur offrir l'infrastructure d'acheminement du pavot sur le marché international, quoi. Et c'est là un peu aussi qu'une partie de la fameuse French Connection passe aussi un peu par là. Et mais voilà, donc à la fois, du coup, au niveau local, le chef de guerre devient encore plus chef, puisque c'est lui qui va racheter le pavot de toute la population, donc toute la population est dépendante de lui, et lui va prendre les enfants à aller mener la guerre, quoi. Et donc pour les Français, c'est tout bénef, quoi. Avec très peu de gens, ils se retrouvent avec une petite armée qui est très aguerrie pour le coup, hein. Voilà. Et donc ça c'est un peu comme ça que à chaque fois ils vont chercher toujours plus d'autonomie, donc c'est pas par hasard qu'on se retrouve très rapidement avec effectivement des armées privées, Bob Denard, etc. Ça, c'est pas exact, lui-même c'est pas le bon exemple en fait, mais bon, mais du coup on voit à peu près à quoi on se réfère. C'est les gens qui sont formés à la contre-insurrection cherchent presque tout le temps de plus d'autonomie, et donc vont le trouver de différentes manières, ce qui sert en général l'État tutélaire, qui va les recruter de manière toujours en plus ou moins en loose day, ça dépend des configurations, quoi. Après ça se multiplie, quoi. Donc on va essayer d'un peu plus contextualiser maintenant sur les effets contemporains de ces unités militaires et de cette doctrine formelle ou informelle contre-insurrectionnelle liée de près ou loin à la DGR. Ce qui est assez percutant, c'est Fort Bragg, donc qui est une base militaire américaine énorme, plusieurs centaines de kilomètres carrés, et qui est un peu la maison mère de ces unités commando, en tout cas des descendants de ces unités commando. T'en parles plusieurs fois, notamment sur le fait que certains officiers français vont être professeurs là-bas. Alors, sans forcément entrer dans des considérations technico-militaires qui peuvent être un peu barbantes, ce qui est quand même, je pense, assez percutant à souligner, c'est que parmi les unités qu'il y a sur place, donc alors, les forces spéciales, on va devoir malheureusement entendre le militaro-technique parce que faut comprendre la différence, c'est que forces spéciales, tu utilises souvent comme un terme générique, comme la plupart des gens utilisent d'un terme générique pour qualifier ces unités qui ont des missions d'intervention très particulières. Mais aux États-Unis, ils utilisent, pour les gens qui connaissent un peu le sujet, le terme SOF, donc Special Operation Forces, comme le terme générique que nous on emploierait pour dire force spéciale. Alors que le terme Special Forces, SF, il l'utilise pour une unité particulière, qui a été créée par un ancien Jetburgs ou SAS américain notamment. Donc on a ces forces spéciales qui sont sur Fort Bragg, qui ont été notamment un peu adoubées par Kennedy, et ça tu précises plusieurs fois, c'est que Kennedy, ça a été l'un des présidents qui a été le plus proactif dans l'utilisation de la doctrine contre-insurrectionnelle et des forces spéciales. On a aussi cette unité Delta,
que le cinéma a encensé plusieurs fois. Pardon, c'est plus éclairé, c'est normal. Ouais, non, la caméra portrait, elle a... Ok. Merde. Mais tiens sur le... Ouais, maintenant c'est... Parce que t'as pas fait le... Je reprends ou je fais quoi? Bon, là, Mais reprends juste unité spéciale qui... Dernière phrase, quoi. Ouais, dernière phrase, ouais. Et on a également donc l'unité Delta, qui est une autre de ces unités SOF, l'élite de l'élite un peu, et qui a été encensée par le cinéma hollywoodien, elle aussi créée par un ancien Jedburgh. Et ce qui est intéressant de ces deux unités, c'est qu'il y a à chaque fois une influence aussi bien de la contre-insurrection britannique, notamment par rapport à la Malaisie que tu as évoqué avant, où on a des anciens officiers qui étaient sur place britanniques, qui ensuite vont conseiller les Américains dans la création de leur propre force spéciale, donc, et aussi des Français. Je sais pas si tu veux un peu exposer peut-être les utilisations qui ont été faites des forces spéciales, qui finalement symbolisent vraiment l'évolution ultime des Jedburghs. Les forces spéciales, leur boulot principal, je parle bien de l'unité qui s'appelle force spéciale, leur boulot, les bérets verts dans le cinéma, leur boulot c'est former des mouvements intérieurs dans des pays pour combattre, éventuellement les accompagner au combat. Là où les Deltas c'est pour faire des missions, la guerre sale telle qu'elle est appelée. Est-ce que pour toi c'est un peu l'aboutissement le plus cynique de l'utilisation des commandos? Oui, c'est-à-dire, on est toujours dans ce jeu de miroir entre guérilla contre guérilla, insurrection contre insurrection, et moi, dans le livre, je parle beaucoup de grammaire contre-insurrectionnelle ou DGR, pour dire, il y a un moment où tous ces gens-là parlent la même langue, quoi. Hein, voilà. Et bon, alors, est-ce que ça... déjà, il y a le côté... moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est le côté publicitaire de la chose, que tu soulignais que le cinéma Hollywood a beaucoup mis en avant ces forces spéciales, qui a beaucoup contribué à leur popularité, qui aujourd'hui, à mon avis, c'est en grande partie... du fait de cette publicité que elles se sont répandues à travers le monde et qu'elles attirent énormément de soldats, de soldatesques partout. Et c'est important puisque c'est justement ça fait partie de la guerre psychologique, quoi. C'est-à-dire c'est là où moi j'ai peut-être faudrait raconter comment j'ai terminé par écrire ce livre. Au début, en fait, j'étais à Buenos Aires et je tombe sur un sur un livre dont j'avais vaguement entendu parler à travers mes études, j'ai vu mentionner comme ça, qui s'appelle Les Ceinturions, de Jean Lartegui, qui est un journaliste, romancier français, très militaire, qui a fait un petit peu partie et très, très proche de Bijard, etc., et dont le roman best-seller, donc celui sur lequel je tombe, s'appelle Les Centurions. Et je tombe dans une traduction qui doit dater de 67 et qui est publiée dans une collection assez prestigieuse où tu as, je sais pas, Camus, les grands auteurs internationaux, Green, voilà, et Lartegui. Bon. Et je lis ça et je suis stupéfié par l'apologie des militaires français qui racontent en fait espèce de une glorification de ces militaires en Indochine, puis en Algérie, et évidemment la justification de la torture par le fameux scénario à la guerre, à la bombe à retardement. Donc une chose qui est complètement scénarisée, hein, c'est vraiment un scénario qui s'est jamais qui est jamais apparu dans la réalité, où on va justifier la torture parce que, soi-disant, la personne saurait où va exploser une bombe. Bon.
Et donc, absolument tout le monde a vu au moins une série, l'a vu 1000 fois dans des films, de manière de... Voilà. Bon, ça vient de la guerre d'Algérie, et ça a été popularisé à partir de 1960 dans ce roman-là. Ouais, il y a 24 heures chrono, la série américaine d'il y a quelques années, qui faisait justement, les années 2000, qui était à chaque fois sur ce thème-là, quoi. Et donc je me trouve avec cette traduction, je me rends compte que ça a été très 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 lu en Argentine. Et du coup, j'enquête un petit peu sur le roman, sur les origines, en France, etc. Et ces multiples traductions, adaptations par Hollywood, avec Claudia Cardinal, Alain Delon, Anthony Quinn. Le film est très féminisé. Il y a pas... Parce que dans le livre, il y a de l'apologie de la torture, mais il y a aussi de l'apologie du viol collectif. Enfin, c'est costaud, enfin, ils y vont, quoi. Hein. Et en fait, du coup, en enquêtant là-dessus, je me rends compte que moi, l'objet DGR, doctrine de guerre révolutionnaire, je connaissais pratiquement pas. Enfin, tu vois, je voyais pas très bien à quoi ça correspondait. Mais du coup, j'enquête un petit peu, quoi. Enfin, je lis ce qu'il y a à disposition et je me rends compte que le roman, en même temps qu'il fait une apologie, il rend compte de certains débats entre officiers qui veulent appliquer la DGR, comment il la forme. Alors c'est mythifié, il l'a fait naître en gros dans des camps de prisonniers, d'officiers en Indochine. Et ensuite... D'ailleurs, t'expliques que certains de ces officiers apparemment auraient été influencés par l'éducation corrective reçue de la part des Viet Minh, et voire auraient pratiqué des séances de critique autocritique, etc. Ah oui, dans les camps, oui, ils étaient obligés de faire des séances de critique autocritique. Toi, tu dis que certains ont gardé la tradition après coup, peut-être. Voilà, en fait, mettre dans le roman, tu vois que leurs décisions suite à ça, leurs décisions, ils se les prennent entre eux, les hiérarchies, ils y font pas trop gaffe, et c'est assez collégial, et en gros, moi je les appelle les anciens Mao, hein, parce que c'est critique, autocritique, voilà, et tout, on parle de tous ces officiers-là, et puis, oui, il y a plein de choses qu'ils apprennent à l'intérieur des camps. Denis Leroux qui a fait une thèse sur les 5e bureaux, qui sont donc l'application de la guerre psychologique en Algérie. Il montre aussi, il ressort pas mal de choses sur les anciens prisonniers de la guerre d'Indochine, qui jouent un rôle assez central là-dedans. Alors, qu'est-ce que je racontais ? Ah oui. Non, mais ce que je voulais souligner, en fait, c'est le fait que généralement c'est abordé, voilà, en termes de spécial force, d'une école à une autre, des officiers à Ossarès qui a enseigné à Fort Bragg, qui ensuite se retrouve au Brésil, etc. Alors que tout ça, évidemment, est important et vrai, mais il y a aussi des romans qui sont diffusés par millions d'exemplaires. Qui ont autant d'influence que des instructeurs. Ah bah sûrement. Et puis sur beaucoup plus de monde, à la fois sur la population civile, qui est l'objectif quand même de la guerre, hein, et sur les soldats des plus bas rangs, parce que sinon c'est des écoles d'officiers. C'est que entre officiers, alors et puis voilà, on a l'impression d'un savoir ésotérique qui se balade d'un endroit à un autre. Non, ça se diffuse dans la société. Et donc on convainc, c'est toujours le très bon exemple, c'est ce scénario à la bombe à retardement, on convainc des milliards de personnes que quand même la torture des fois c'est nécessaire, quoi, tu vois. Et donc c'est comment dire, je sais pas si ça fait le lien du tout avec ce que tu soulignais, mais oui, je crois que c'est important de montrer qu'à chaque fois, c'est accompagné de produits culturels de masse qui font, qui convainquent en même temps qu'ils le font, quoi. Donc, on se retrouve, et après,
pour les États-Unis, qui sont beaucoup plus rodés à tout ça, on se retrouve avec des bureaux à la fois de la CIA ou du Pentagone, etc., à Hollywood. Et là, quand tu dois financer un film où il y a des armes, etc., tu vas voir le bureau et voir si ils veulent payer quelque chose, quoi. Donc, voilà, c'est bien rodé, quoi. Voilà, après, moi, je connais moins les histoires de Bureau des légendes, etc. ici, mais on voit bien qu'il y a une logique comme ça qui est un peu complexe à chaque fois. Il y a une partie qui est de création propre, mais ça les arrange bien quand même. Donc il y a un moment où il y a des symbioses qui se font, quoi. Et alors oui, non, désolé, je suis passé à côté des forces spéciales. Il n'y a pas de souci. Alors on va essayer moins technique, mais plus sur le conceptuel, pour essayer, on va essayer sur peut-être 2 thèmes à aborder avant de conclure. Alors tu as mentionné plusieurs fois cet aspect de guerre psychologique, qui a été quelque chose qui s'est popularisé, pas seulement chez les militaires, mais aussi dans le grand public à partir, je pense, c'est propre au XXIe siècle surtout, en tout cas le concept qui a été développé, notamment les psy-ops, etc., qui sont un peu l'une des obsessions liées aux forces spéciales. D'ailleurs, on parlait de Fort Bragg, et le centre de guerre psychologique de l'armée américaine est aussi installé à Fort Bragg, donc à côté des forces spéciales et des unités Delta, etc., toutes les unités de parachutistes. Donc il y a forcément une connexion entre le domaine applicatif, cinétique, c'est-à-dire la force brute militaire, et finalement le domaine psychologique, où il y a une interconnexion entre ces 2 modes. Ils mangent à la même cantine. Moi, j'ai la même cantine, voilà. Ce sont deux champs de bataille qui se rejoignent, qui n'en font qu'un au final. Il y a une évolution de cette doctrine. Je ne sais pas si tu t'es intéressé, parce que tu mentionnes plusieurs fois aussi l'aspect juridique qui est pris en compte par les États, qui vont essayer de justifier l'utilisation de la guerre de la contre-insurrection dans un cadre juridique qui est adaptable, etc., qui parfois est même trahi. Et il y a de plus en plus ce rapprochement au niveau doctrinal dans les armées OTAN avant tout, et surtout aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, où on va prendre le champ juridique comme un champ de bataille, le champ psychologique, le champ cybernétique comme un vecteur finalement aussi de conflit. Et tout ça, ça rentre dans ce que les anglo-saxons appellent le cognitive warfare, que nous on a traduit en français par ou guerre cognitive ou guerre cognitique, pour être plus exact. La guerre cognitique, c'est un peu la nouvelle mode. C'est étudié à l'école de guerre, c'est étudié à l'IRSEM et dans d'autres instituts, etc., liés aux états-majors. Et notamment, de nouveau, ce sont les Français qui, pour l'OTAN, sont les plus instructeurs sur le sujet. Est-ce que pour toi, il y a un peu ce retour où, de nouveau, il y a cette tradition française où il y a cette tentative de reprendre un peu en main ce sujet de la guerre cognitique qui est directement lié à la contre-insurrection, qui est vraiment la colonisation des esprits, en fait, de l'adversaire ou des populations pseudo-amicales? Écoute, je saurais pas dire, mais à l'intérieur de plein de choses que j'apprends de ce que tu dis, oui, il y a l'idée de juridique et judiciaire qui, à mon avis, est très importante, que j'essaye de tirer un petit peu un fil là-dedans dans le bouquin. En fait, globalement, les militaires vont considérer le judiciaire ou la manière d'impartir la justice comme une arme psychologique. Donc, en particulier Antoine Argout, un colonel important, c'est un polytechnicien qui très rapidement, dès le post-Seconde Guerre mondiale, est instructeur de guerre psychologique. Et en Algérie, il va appliquer une justice avec beaucoup de guillemets expéditive, où il explique, en gros, là où le reste de l'armée va faire des corvées de bois, c'est-à-dire en fait des assassinats en clandestin, donc de manière en loose-day, Argout dire non, ça il faut que ça soit public. Assumé. C'est autant la torture que l'exécution, elle doit être globalement su de la population pour que ça ait un effet psychologique. Il dira quelques années plus tard, vous savez, chez les Arabes,
vous en tuez un seul publiquement, ça fait le même effet que 10 en clandestin, quoi, vous voyez. Et donc, le polytechnicien considère que ça fait moins de morts. Enfin bon, voilà. Malgré, c'est une brute épaisse évidemment, mais malgré ça, il dit quelque chose que je pense assez juste. C'est l'occupation de l'espace de justice. Voilà. Donc, si on est reconnu comme qui est imparti la justice, alors oui, on a gagné une bonne partie de cette guerre. Et ça, on va le retrouver en Afghanistan, qui a été étudié par, je crois qu'il s'appelle Adam Bakhsh. Bon, voilà. Et où il montre que la justice talibane est restée en place durant toute l'occupation. C'est la seule qui est vraiment reconnue. Et qui a été reconnue, y compris par des opposants totaux aux talibans, qui, quand ils ont un problème de frontières, de territoire, de terrain, etc., c'est la justice qu'on reconnaît, c'est évidemment le juge taliban. Et bon, et donc ça met complètement en crise, ces espèces de construction de justice qui est internationale, qui serait alors on ne sait pas très bien sur quels critères, etc. C'est tout le bordel qu'ont fait la coalition d'occupation en Afghanistan. C'est intéressant parce que ce que tu soulignes, c'est que on peut avoir parfois une doctrine, en tout cas au niveau théorique, qui est assez commune, mais son application va être différente selon les buts visés. Toi, tu disais, par exemple, il y a des officiers qui vont vouloir faire des assassinats cachés et non assumés, d'autres vont vouloir les exposer. Notamment, tu donnes l'exemple assez développé dans ton livre, entre l'Argentine et le Chili, là où, si je ne me trompe pas, c'est l'Argentine qui va être affichée et qui va... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, l'Argentine se cache et le Chili s'affiche. Le Chili, le coup d'État du 11 septembre 1973... est suivi déjà le coup d'État en soi, c'est le bombardement de la Moneda, le palais présidentiel, et puis il y a tout de suite des images de milliers de personnes enfermées dans les fameux stades, et puis après il y a des images qui sont diffusées, y compris au Chili, où clairement on terrifie la population, qui forcément en état de choc, hein. Et quelque part, ça fonctionne. En tout cas, l'objectif est atteint. Le problème que voient les Argentins qui font leur coup d'État 3 ans plus tard, c'est que il y a quand même des protestations internationales. Il y a quelques contre-coups qui font que les Argentins préfèrent optent pour une répression clandestine. Et donc c'est essentiellement à l'époque c'est très peu parlé, tout le monde connaît le Chili, mais très peu l'Argentine, et même jusqu'à au moins 78, on considère que le Parti communiste argentin considère Videla comme le modéré face à un parti pinochiste en Argentine, vous voyez. Et donc ils parviennent à ça, mais au prix du coup d'une répression peut-être beaucoup plus sanglante, puisque pour l'objectif quand même dans les deux cas, c'est de diffuser de la terreur. Et donc si tu vas pas utiliser les médias, des photos, des trucs très choquants pour l'ensemble de la population, alors il faut que tu réprimes suffisamment par le bas pour que tout le monde soit quand même au courant, quoi. Parce que la question, c'est qu'à chaque fois, c'est comment tu diffuses cette terreur. Donc toujours, il y a pour ces gens-là, c'est un peu une question qu'ils essayent de résoudre. Et donc, voilà, je retrouvais la même problématique entre Argou et sa hiérarchie à la fin des années 50 en Algérie, et entre le Chili et l'Argentine, effectivement. Et on va finir sur l'Amérique latine, ce sera le dernier point qu'on va aborder malheureusement. Tout à l'heure tu as mentionné les Caibil ou les Caibiles, selon la prononciation. On va un peu voir cet exemple guatémaltèque et aussi le cas mexicain avec la Zetas. Il
il y a une sorte, alors tu l'as plusieurs fois montré dans ton ouvrage, il y a une sorte parfois de fanatisme un peu au sein de certaines unités spéciales, commandos, etc., avec un esprit de corps qui est très fort, et avec aussi une forme presque de contre-culture militaire qui se sépare du reste des troupes régulières, et qui conduit à des créations des entités militaires et politiques, souvent liées à l'extrême droite, comme tu le soulignes plein de fois, mais qui sont parfois proches de la barbarie pure. Alors ça fait très moraliste de dire ça, mais il y a un niveau qui est parfois pas imaginable quand on pense à cette figure romancée du militaire des forces spéciales tel qu'il est présenté au cinéma, où parfois c'est carrément craignos. Du coup, les Kaybiles, est-ce que tu veux un peu en parler, ou la Zeta, est-ce que tu veux un peu développer le sujet? Oui, je trouve plus intéressant presque la Zetas mexicaine. Mais oui, dans tous les cas, oui, c'est ce qui échappe évidemment aux apologies de cinéma, etc. Mais oui, non, on parle de gens au degré de violence extrême, dans tous les cas. Et les Kaybiles, la rare fois où je sais plus si c'est la justice panaméricaine ou l'ONU qui parle de génocide, c'est effectivement au Guatemala. Hein. Bon. Et je me permets juste, je vais te laisser continuer, mais les Kaybiles que tu as mentionnés, et maintenant et dans ton livre, qui sont pas forcément très connus en France, je m'étais jamais intéressé trop à la question. Je savais, etc., que leur entraînement était soi-disant l'un des plus durs du monde, mais je savais pas à quel point il était pervers, en fait. Enfin, j'ai regardé dans les rites de passage qu'ils ont pour devenir du coup force spéciale. Il y a des rites qui n'ont rien à voir avec des connaissances tactiques ou techniques. Enfin, ça n'a rien à voir avec le militaire, en fait, c'est juste de la psychopathie pure. Donc on leur donne, ça c'est très classique, ça c'est déjà vu au cinéma, un animal de compagnie à élever, etc., un petit chiot, un petit chaton, qui doivent tuer à la fin. Bon, ça c'est classique, toujours la figure ultra masculiniste, voilà, on n'a pas de sentiment. Sauf que oui, en plus, ils doivent le manger. Bon, ça c'est assez original. Un autre de leurs rites, pareil, improbable, c'est qu'ils doivent arracher avec les dents la tête d'un poulet vivant et le manger ensuite, pareil, cru. Toujours, voilà, quel intérêt finalement de faire ça, au niveau purement technique. D'autres choses, pareil, dans la même idée, ils doivent se tirer une balle et se coudre eux-mêmes. Bon, ça, pourquoi pas, on peut imaginer pourquoi pas, bon, la maîtrise de soi, pourquoi pas. Mais ils doivent aussi boire de l'eau dans une, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais dans une munition d'artillerie qui est tirée, donc où il y a encore de la poudre dedans, ça n'a aucun intérêt, en tout cas pas sanitaire. Et ça continue, voilà. Un truc qu'ils doivent boire aussi à la fin, leur dernier rite, c'est boire la bombe, tel qu'ils l'appellent, qui est un mélange de tequila, whisky, rhum, bière, de l'eau, quand même, et de la poudre à canon, dans un verre en bambou sur lequel est attachée une baïonnette. Voilà. C'est vraiment, c'est l'ultra-ritualisation, c'est la sous-culture de la violence pure. Voilà, c'est un peu un stéréotype, finalement, du bourrin militaire totalement con. Oui, je sais pas. Oui, enfin, mon hypothèse, en tout cas, là-dedans, c'est que le fanatisme en soi est important pour galvaniser ces gens-là. C'est quand même en dehors des massacres qui perpétuent à répétition durant toutes ces années, c'est aussi des personnes qui doivent affronter des choses que, moi, rien que de me lancer dans un parachute, mais voilà quoi. Donc il y a et pas que. Disons que physiquement, toute cette idée de virilisme ou d'héroïsme viril, etc., ils le mènent vraiment à l'extrême. Ils le font. Hein. C'est pas voilà. Oui, voilà. Moi, j'aimais que l'hypothèse que le fanatisme est complètement c'est nécessaire
à la formation de ce genre de force. Donc après, ça peut passer par différents types de rituels, selon ce qui se développe localement. En Argentine, c'était centralement sur l'amour de la Vierge. Voilà, c'est un type que les forces spéciales, enfin, ou les commandos en Argentine, c'est celui qui est le premier instructeur s'appelle Mohamed Ali Seineldin, qui est un fanatique catholique. Comme en Argentine, c'est ce genre de... on tient pas trop les noms. Enfin, voilà, mais enfin voilà. Et voilà, donc là, il y a tout un fanatisme sur la religion. Voilà, on va sauver la patrie avec la Vierge Marie, et je ne sais quoi. Et après, selon localement, voilà. Voilà, enfin, j'aimais plus une hypothèse qu'une preuve que c'est nécessaire à... en fait, c'est le vieux principe de la morale des troupes. Mener à son extrême, quoi. Et donc, ce que tu dis, c'est que certains groupes comme las Zetas, ils ont à la fois ce fanatisme qui rencontre une sorte d'opportunisme capitaliste. Alors, les Zetas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un petit peu tout ce dont on parlait auparavant. Donc, las Zetas, c'est les... bon, au départ, c'est des GAFAM, je crois qu'ils s'appellent. Enfin, c'est des forces spéciales mexicaines qui, pour la plupart, ont été formées à Fort Bragg, justement, dont tu parlais fortement. Ils ont été formés début des années 90. Et ils ont été envoyés, c'est les forces qui ont été envoyées contre, logiquement, les zapatistes qui apparaissent en 94, si je me trompe pas. Ouais. Et donc, une guérilla, on leur envoie des forces, justement, anti-guérilla, contre-insurrectionnelles, ce qui est assez logique. Et bon, après, il y a des accords politiques, peu respectés par le gouvernement, bon, c'est pas notre problème. Et en tout cas, les plus brutaux des militaires envoyés dans la région du Chiapas, ils ont plus de raison d'être là. Et donc, je crois que c'est GAFAM qui s'appelle, mais je me souviens plus très bien, groupe de je sais plus quoi, peu importe. En tout cas, GAFE, ouais, Grupos Aeromoviles de Fuerzas Especiales. Voilà. Et donc, ils savent pas très bien quoi en faire, ils les envoient contre les narcos, dans le nord du pays. Et là, c'est pas la même qu'au Chiapas où pratiquement personne n'est armé. Il y a quand même à la fois beaucoup d'armes et beaucoup de pognon. Et donc, en fait, une partie de ces GAFAM passe à travailler pour l'un des narcos. Donc, je crois que c'est ce qu'on appelle le cartel du Golfe, il me semble. Donc, ils abandonnent l'État mexicain pour se mettre au service d'un cartel. Voilà, ils se mettent au service, et donc ils forment une armée privée qui est au service de ce cartel. Et donc, ils ramènent toute la rationalité de la répressif et de guerre psychologique. Là, pour le coup, c'est important de parler de guerre psychologique. Au service d'un employeur privé, donc en l'occurrence le cartel du Golfe. Et donc, évidemment, il y a énormément de facteurs qui expliquent cette hallucinante violence au Mexique, cette surenchère dans la diffusion de la terreur. Mais je pense, il y a une grande corrélation entre ces hommes-là formés dans l'école de forces spéciales et le passage qui se retrouve à travailler pour le cartel du Golfe. Et donc à partir de là, on a une surenchère, puisqu'à partir du moment où on parle cette langue-là, après on va
enfin, je vous passe, mais c'est vraiment des images absolument soutenables, et c'est ça, on crée des images, et on va réussir à faire déplacer des populations entières, qui vont abandonner des régions entières, etc., par la terreur. Voilà. Tu appelles ça la surenchère des corps suppliciés. Voilà. Et donc, bon, voilà, enfin, clairement, de toute façon, a été introduit des techniques de forces spéciales à l'intérieur de ce dialogue entre État, armée et soi-disant cartel de l'économie illégale. Voilà, mais on va, il y a plein de choses qui sont intéressantes. On parle d'une armée privée, et moi, ce que j'essayais de montrer, que je mettais un peu ensemble, parce que dans le même temps, on voit apparaître les Blackwater, qui sont aussi une armée privée, cette fois qui travaille en fait pour la CIA, et donc Eric Prince, qui est un grand donateur de Bush, puis sa sœur était ministre de Trump, forme une armée privée à peu près dans le même temps, et qui a aussi un succès phénoménal en Irak, en Afghanistan. Voilà. Je voulais juste rebondir, mais peut-être pour conclure ou pour te relancer une dernière fois et tout ça, mais là, dans la discussion, depuis tout à l'heure, qui est vraiment absolument passionnante, mais il y a malgré tout une espèce un côté un peu exotique, c'est-à-dire que dans le sens où voilà, on va parler force spéciale, assassinat, enfin, en gros, on a beaucoup parlé du pendant terreur de la contre-insurrection. Or, ce qui moi m'avait... et si on en a parlé, c'est évidemment parce que c'est cette histoire-là que ton livre raconte avec brio, et c'est vraiment... c'est de ça dont il fallait discuter, mais je pense qu'il faut revenir sur pourquoi est-ce que ça nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas juste parce qu'on aurait une espèce de passion morbide pour toutes les exactions possibles et imaginables de l'armée, mais parce que... Enfin, de l'armée ou d'autres entités. Mais parce qu'en fait, cette logique-là de prendre la population comme cible, en réalité, on la vit encore tous les jours, quoi. C'est-à-dire que le fait que la barrière entre guerre et paix soit indiscernable, entre civils et militaires ne veulent plus rien dire, etc., on la goûte tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais en tout cas on voit très bien ce que c'est dans des exemples beaucoup plus proches. Et là, par exemple, pendant que vous discutiez, je regardais un de tes derniers articles pour lundi matin, c'était à propos des gilets jaunes et comment est-ce qu'en fait la propagande de Macron en fait reprenait tous les canons de la contre-insurrection. Enfin, je dis ça pour expliquer que l'intérêt, il n'y a pas uniquement un intérêt historiographique ou polémologique l'histoire de la guerre dans tout ça. C'est qu'en réalité, beaucoup des stratégies auxquelles on se retrouve à faire face quand il y a un mouvement un petit peu dense, y compris dans nos contrées, donc sans aller aux États-Unis ou sans revenir à la guerre d'Algérie, et dans le fond, les puissances gouvernementales, elles reprennent assez facilement, assez immédiatement, les canons des logiques contre-insurrectionnelles, quoi. Et dans le fond, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est ce que ça nous dit sur aujourd'hui, quoi. Et toi, tu précises qu'elles le reprennent aussi bien au niveau du corps policier, mais aussi au niveau entrepreneurial dans les grandes boîtes. Oui, alors pour tout ce qui est policier, là, je pense qu'on peut renvoyer à Mathieu Rigousse, qui a fait un travail extraordinaire sur montrer comment tout ce qui était appliqué en Algérie a été enseigné et repris par la police en métropole. Bon, et ça, bon, voilà. Et puis après, l'article auquel tu faisais référence, en fait, c'est plus que reprendre. Enfin, je crois que j'ai tiré un fil où il y a une filiation, quoi. C'est-à-dire, concrètement, on parlait de Lacheroy auparavant. À un moment, il se retrouve à la tête, donc, de, disons, un peu toute la censure et de ce qui peut être dit en France. Et son second,
durant la guerre d'Algérie, et au moment où la DGR est la doctrine officielle de la France. Et son second, c'est un capitaine qui s'appelle Michel Froid, voilà, et qui lui, il laisse l'armée en 56, après leur nouveau fiasco en Suez, hein, quand ils ont envahi l'Égypte, et il va travailler dans le privé, et bon, on passe, mais il se retrouve à la tête de la communication du CNPF, c'est-à-dire l'ancêtre du MEDEF. D'ailleurs, tu précises que c'est lui qui a voulu changer, enfin, qui a insisté pour changer le nom, pour enlever le mot patronat, qui est antagonisé par les Français. Voilà, MEDEF, ça passe mieux. Lui, il a très tôt dit ah mais quand même patron c'est pas terrible. En revanche, entrepreneur c'est quand même beaucoup bien mieux. Donc on se retrouve vraiment avec un militaire qui se retrouve à la tête de la communication patronale en France et qui développe une stratégie pour le patronat, de lissage d'image du patronat, et on arrive dès les années 80, lui prend la tête de ça en 70, et il trace les journalistes, il les renvoie, enfin il fait une petite équipe d'environ 70 personnes qui trace tous les journalistes dès qu'ils parlent de patron, il dit il le rappelle, etc. Il invite l'humanité dès 70, je crois, aux fêtes patronales, etc. Donc il a toujours, dès l'Indochine, il a toujours séduit le journalisme, et c'est son truc, le journalisme, il faut s'en servir, il faut le servir pour pouvoir s'en servir, un truc comme ça. Et il est très mielleux, c'est un type assez comme ça, et il a une influence gigantesque. Et lui, après, dans les années 80, il fonde les premières boîtes de conseils communication, non plus des entreprises, mais directement de leurs propriétaires. Des milliardaires. Oui, voilà. Millionnaires. Et donc, je sais plus comment elle s'appelle, cette entreprise, mais un de ses poulains, Calsoni, forme une entreprise avec un de ses poulains qui s'appelle Calsoni. Et c'est la communication de Bolloré. Ouais, c'est dans la page vous allez sur internet chez Bolloré, vous regardez com pour demander quelque chose, et vous tombez sur DMS, ou je sais plus, je vais pas le faire leur pub, mais enfin bon, voilà. Et donc là on voit quand même une filiation où alors plus généralement, comment dire, à partir du moment où la cible est la population civile, et que par ailleurs les entreprises ont la même cible, donc on voit bien, on se retrouve dans un champ commun. Après, c'est pas que sur la contre-insurrection. Généralement, l'entreprise et le militaire, y a énormément de passerelles, quoi. Hein. Oui, il est vraiment proche de nous temporellement. Si tu regardes la séquence des Gilets jaunes, qui est en gros la dernière séquence insurrectionnelle française sérieuse, et tu as à la fois la police qui vient littéralement mater la population, l'armée qui est appelé plus en tant que force symbolique, mais qui est quand même un symbole qui est pas anodin et qui envoie un message certain. Et en parallèle, tu as l'ouverture du grand débat, espèce de mise en scène, ouais, je crois que je l'appelais le bateau amiral de la guerre, de l'action psychologique ou la guerre psychologique de Macron. Le grand débat national, clairement, c'est ça. Enfin, d'abord, alors on rappelle quand même que même l'institution dédiée au débat de l'État a refusé de la prendre en charge parce que aucune donnée, une arnaque, quoi. Oui, ils ont considéré qu'il y avait aucun principe des débats, de comment on organise un débat. Donc cette appellation grand débat national qui a été reprise absolument par toute la presse est juste une arnaque.
Bon. Et qui a été, parce qu'il faut quand même rappeler l'anecdote, parce que tout le monde, je pense que beaucoup de gens l'ont oublié, mais qui a quand même été organisé dans une toute petite ville dans l'Eure, le premier grand débat, avec uniquement des maires triés sur le volet, qui avaient le droit de venir assister au truc, et je sais parce que il y avait quelques mésaventures là-bas, mais la petite ville était absolument c'est vrai, il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait à qui que ce soit qui n'était pas de la ville de pénétrer sur la ville, et donc ils ont vraiment créé une espèce d'auto-siège de l'endroit où ils allaient mettre, personne n'avait le droit de mettre un pied à l'endroit où ils allaient mettre en scène le grand débat de la réconciliation nationale avec les élus locaux qui devaient permettre à Macron de renouer avec les citoyens et surtout de faire la distinction entre les mauvais et les bons, les mauvais citoyens étant les gilets jaunes barbares sans foi ni loi, et les bons étant ceux qui acceptaient de venir discuter au cœur d'une citadelle surmilitarisée avec lui. Oui, c'est ça. L'idée à chaque fois, c'est de isoler absolument la partie qui va être irréductible. Donc c'est comme ça que ça a été présenté. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment voilà, il y a une typologie comme ça où il y a 4 types de gens énervés et en gros il y a que il faut réussir à que les autres se retournent contre ce dernier carré, et comme ça ils sont isolés. Et par ailleurs, quand même, le grand débat national, c'était je sais pas, c'est quand même drôle. Je sais pas, moi j'avais suivi ça depuis l'Amérique latine. Nous on se souvenait de Chavez qui parlait pendant 7-8 heures d'affilée ou je sais pas quoi. Puis on a retrouvé ça chez vous, c'était intéressant.